Bonsoir chers étudiants. La dernière fois, nous avions vu, lors de la première leçon, la définition et les différents éléments concernant donc les signes dans une hémolyse intravasculaire. La deuxième fois, nous avons vu la stabilisation, comment il faut stabiliser l'enfant dans une hémolyse intravasculaire, mais également les causes des hémolyses intravasculaires. Aujourd'hui, nous allons voir comment est-ce qu'il faut traiter une hémolyse intravasculaire et comment est-ce qu'il faut prévenir l'hémolyse intravasculaire et quelle en est l'évolution lorsque nous avons pris en charge l'hémolyse intravasculaire. Et donc, c'est ça qui est marqué donc, sur le plan que nous avions vu dans le traitement préventif, curatif et puis l'évolution. Pour le traitement curatif, le but du traitement, c'est de corriger l'anémie, puisque nous avons dit qu'il y avait une anémie qui était la conséquence de la destruction des globules rouges. Et ensuite, rétablir la fonction rénale si cette fonction est une fonction donc, perturbée. Il faut également rétablir l'équilibre hydroélectrolytique, ionique et énergétique chez les enfants qui souffrent d'hémolyse intravasculaire, mais également éviter la survenue des complications et les traiter si elles surviennent. Et enfin, traiter la cause de l'hémolyse intravasculaire ou bien les causes, parce qu'il y a des moments où il y a une association de causes d'hémolyse intravasculaire. Ce traitement curatif va se faire à travers les moyens suivants. Pour l'anémie, il va falloir alors utiliser le kilo globulaire à raison de 10 ml par kilo en 3 heures à 4 heures de temps. Et ensuite, si la fonction rénale est normale, on va faire ce qu'on appelle une hyperhydratation. L'hyperhydratation se fait à l'aide donc de 6 ml par kilo par heure pendant les 12 premières heures, renouvelable 12 heures après, si le bilan rénal est normal. Mais également, cette quantité de 6 ml par kilo par heure va se faire moitié quantité avec du sérum salé et moitié quantité avec du sérum glucosé 5% associé aux ions calcium et aux ions sodium. Dans ce contexte, les ions potassium sont contre-indiqués et donc il ne faut jamais mettre des ions potassium. La raison est simple, c'est parce que la destruction des globules rouges va libérer encore du potassium dans le sang circulant et donc il ne faut pas encore en mettre dans le traitement. Ensuite, si la fonction rénale est perturbée, il faut faire ce qu'on appelle la restriction hydrique. Ça se fait à l'aide de 20 ml par kilo de poids et la quantité Q obtenue sera répartie sous forme donc de 2 tiers de sérum salé et de 1 tiers de sérum glucosé avec du sérum bicarbonaté. Le sérum bicarbonaté va se faire donc à raison de 50 à 100 cc chez les enfants. Il faut ajouter alors dans ce contexte du furosémide pour pouvoir forcer la diurèse à l'aide de 2 à 5 mg par kilo. Mais lorsque vous deviez dépasser cette dose de 2 à 5 mg par kilo, il faut avertir votre encadreur et la décision ne sera prise que par l'encadreur. Ensuite, nous avions dit que le potassium est contre-indiqué dans ce contexte et lorsque nous avions mis le traitement ainsi et que cette restriction hydrique ne marche pas, nous sommes obligés alors d'associer une drogue vasoactive qu'on appelle la dopamine. Et la dopamine va s'utiliser avec une dose rénale de 2 à 5 microgrammes par kilo par jour et la perfusion va se faire sur 24 heures. Par rapport au traitement étiologique, ce traitement étiologique, si c'est le paludisme, il faut préférer les dérivés de l'artémisinine à la quinine et on peut également utiliser, et on doit d'ailleurs utiliser les dérivés de l'artémisinine en cas où nous avons une fièvre bilieuse hémoglobinurique, c'est-à-dire une cause immunoallergique, ou bien en cas de déficit en G6PD. En cas d'infection urinaire, il faut une double antibiothérapie, privilégier donc les céphalosporines de 3e génération, mais tout ceci va se faire alors avec une adaptation lorsque l'antibiogramme sera obtenu. Et en cas donc de fièvre typhoïde, c'est soit les céphalosporines de 3e génération, les quinolones ou bien le thiobactin. Ici, si on utilise le thiobactin ou bien les autres médicaments, il faut tenir compte de l'insuffisance rénale. À défaut de calculer la clairance de la créatinine, nous serons obligés alors d'utiliser la moitié de la posologie normale qu'on utilisait avant pour chacun de ces médicaments. En cas de cause auto-immune, il faut faire un déparasitage pendant 3 jours à l'aide de l'albendazole, mais il faut également associer
au traitement qu'est la corticothérapie, au long cours, il faut associer ce qu'on appelle le traitement adjuvant que vous connaissez déjà. Ensuite, en cas de complications hémorragiques, il faut donc lutter contre les hémorragies en utilisant d'abord la vitamine K1 et en utilisant le plasma frais congelé. Maintenant, lorsque nous avions traité, comment est-ce qu'il faut prévenir? Lorsque l'enfant est stabilisé et qu'il est en hospitalisation, on profite de cette occasion pour expliquer aux parents quelles sont les méthodes pour prévenir la survenue ou bien les récidives donc de l'hémolyse intravasculaire. Et dans ce contexte-là, s'il s'agit donc d'un paludisme, il faut faire donc la prophylaxie en utilisant les moustiquaires imprégnés à longue durée d'action. Ensuite, éviter l'utilisation de la quinine en prophylaxie en cas de paludisme et éviter également les médicaments contre-indiqués dans la maladie donc, du déficit en G6PD. Dans ce contexte-là, à la fin, si l'enfant a fait un déficit en G6PD, nous sommes obligés de remettre la liste des médicaments contre-indiqués aux parents et ces médicaments doivent être conservés à chaque consultation et présentés au prescripteur. Et ainsi, le prescripteur ne va pas prescrire des médicaments qui sont sur cette liste de médicaments contre-indiqués. Après ceci, il faut bien sûr faire le traitement correct et précoce des infections urinaires, des infections digestives et autres. Et bien sûr, dans notre contexte socio-culturel, éviter l'usage des tisanes. Quelle en est l'évolution? Habituellement, lorsque la prise en charge est correcte, l'évolution se fait en maximum 5 à 7 jours et cette évolution est favorable. Les éléments de surveillance sont cliniques et paracliniques. Habituellement, sur le plan clinique, c'est les constantes vitales, mais aussi la diurèse qu'il faut quantifier, la tension artérielle qu'il faut mesurer chaque fois. Sur le plan paraclinique, c'est l'hémoglobinurie qu'il faut doser normalement quotidiennement, mais à défaut donc des moyens, il faut peut-être espacer ce dosage. Ensuite, bien sûr, le dosage donc de la créatinine et du bilan étiologique de contrôle. Sur le plan donc de l'évolution proprement dite, si le traitement, ce sujet-là a présenté une insuffisance rénale, l'évolution va se faire beaucoup plus lentement que dans le contexte où il n'y avait pas d'insuffisance rénale. Et dans ce contexte, alors, on sera obligé de suivre la courbe de la créatinine. Dans le premier temps, on va constater qu'il y a une augmentation progressive de la créatinine pendant la première semaine d'hospitalisation. Et après cette semaine d'hospitalisation, on va constater un plateau donc de la courbe de la créatinine qui va progressivement baisser vers la fin de la deuxième semaine, donc vers le 14e jour d'hospitalisation. Et la chute de la créatinine va coïncider avec le début de l'augmentation de la diurèse quotidienne. Et cette reprise progressive de la diurèse va permettre alors la stabilisation de la créatinine qui devient normale et la diurèse devient très importante pendant cette période. Donc, il faut d'abord savoir que lorsqu'il y a une insuffisance rénale, la durée d'hospitalisation va faire environ au moins 3 semaines. Donc, si vous ne le savez pas, les parents viendront vous dire que vous n'êtes pas efficace et vous êtes obligé alors de capituler. Ainsi, après tout ceci, bien sûr, il faut surveiller la survenue des complications. L'anémie sévère, on en a parlé, l'insuffisance rénale, on en a parlé, rarement le coma et puis l'hypertension artérielle. Quelquefois, il peut s'agir donc d'une hémorragie digestive haute en rapport avec les causes infectieuses et en rapport avec le syndrome hémolytique et urémique. En conclusion, nous pourrons dire qu'il s'agit ici d'une pathologie fréquente chez l'enfant de plus de 3 ans, mais c'est une urgence qu'on a qualifiée de diagnostic parce qu'il faut rapidement faire le diagnostic d'une part, mais également démarrer le traitement codifié d'autre part. D'où la nécessité d'une prise en charge bien codifiée et il faut faire le bilan diagnostique pour le suivi qui est nécessaire pour pouvoir surveiller le traitement pendant l'hospitalisation, mais vous savez, on dit toujours dans les adages populaires qu'il vaut mieux que prévenir que guérir, donc la prévention est primordiale. Le risque principal étant l'anémie et l'insuffisance rénale. Messieurs les étudiants, mesdames, nous avons donc fini la série donc, des 3 leçons pour les hémolyses intravasculaires. Maintenant, vous êtes outillés pour bien prendre en charge l'hémolyse intravasculaire chez l'enfant. Nous vous remercions pour votre aimable attention. À la prochaine.